Celles et ceux qui habitent sous les toits de Paris l'été le savent. Notre patrimoine bâti n'est pas toujours adapté au climat, ni celui d'aujourd'hui, ni celui de demain. Et pourtant, ces toits en zinc font partie de notre identité, de notre culture. Ils sont même inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Et puis il y a aussi tout un tas de bâtiments beaucoup moins remarquables, des usines désaffectées par exemple, mais qui font aussi partie de notre patrimoine. Alors qu'en faire? Comment intervenir sur notre patrimoine sans cliver? Comment on décide de ce qu'on garde et de ce qu'on jette? Sylvain rencontre aujourd'hui Jean-Louis Kerouanton, spécialiste du patrimoine industriel et vice-président en charge de l'immobilier durable à Nantes Université. Ensemble, ils creusent ce qui fait patrimoine à l'heure des transitions. Bienvenue dans le podcast de Transition urbaine. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bienvenue sur le podcast de Transition urbaine. Transition urbaine est une association sans but lucratif dédiée à l'accélération des transitions écologiques, sociales et démocratiques de la fabrique de la ville. Rencontre après rencontre, nous partageons les apprentissages de celles et ceux qui font déjà la ville autrement. Je suis Sylvain Griseux, urbaniste et président de Transition urbaine. Nous sommes à Nantes en public depuis l'atelier Dulcie September que nous remercions pour son accueil et son aide logistique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Kerouanton. Bonsoir Jean-Louis. Alors Jean-Louis, tu es enseignant-chercheur, spécialiste du patrimoine industriel et vice-président immobilier durable à Nantes Université. Les deux sont importants. On va questionner ensemble la notion de patrimoine bâti face aux transitions écologiques. En quoi les enjeux d'adaptation du bâti et d'habitabilité de certains espaces questionnent notre façon de travailler sur le patrimoine. Comment les transitions remettent en cause aussi ce qui fait patrimoine. Tout ça, ça me semblait essentiel qu'on commence cette conversation tous les deux, parce que tu peux nous accompagner finalement dans deux formes de décalage. Déjà sortir d'une forme d'association systématique qu'on a un peu tous en tête de la notion de patrimoine avec finalement le patrimoine historique, le grand patrimoine référencé, celui qui se voit. Parce que tu te préoccupes d'un patrimoine qui est moins visible, qui est le patrimoine industriel, et souvent moins bien traité, tu pourras nous en parler. Et puis aussi, le deuxième décalage, c'est de sortir de la théorie pour mettre les deux pieds dans ta pratique de vice-président de l'université, dédiée à l'immobilier et donc directement concernée par les questions opérationnelles de l'adaptation du bâti au bouleversement climatique. Alors peut-être qu'on peut commencer par le commencement, c'est toujours bien, par expliquer d'abord ce qu'est le patrimoine et qu'est-ce qui fait patrimoine finalement. Partons peut-être du patrimoine en mode mineur, je ne sais pas si tu accepteras le terme, qui est le patrimoine industriel, qui nous offre un premier décalage. Alors, j'ai combien de minutes ? Effectivement, cette question du et des patrimoines ne peut pas ne pas faire écho à cette question de la transition ou des transitions. Ce faisant, je préfère personnellement, mais toi aussi, je pense, le mot transformation au mot transition. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment changer les choses. Et qu'une transition, c'est un état transitoire. Et la question, c'est de savoir jusqu'où on va au-delà de cet état transitoire. Et je pense qu'il y a un enjeu sur lequel on va évidemment parler davantage, mais ça me paraît vraiment important de poser cette chose-là en ces termes. D'autant qu'en effet, cette question patrimoniale, au sens large, comme tu l'as dit, je travaille plutôt depuis fort longtemps sur le patrimoine industriel. Et en effet, est-ce que c'est un patrimoine mineur ou pas ? Je ne suis pas sûr, en fait. La question de
de la hiérarchisation des édifices et des éléments, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je ne suis pas sûr que Tereos soit un patrimoine mineur. De par sa monumentalité, de par son volume, de par son importance territoriale et son échelle de temps qui est quasiment séculaire, on est en 2027, donc 90 ans. Donc en effet, on est sur des enjeux qui sont à la fois mineurs et pas mineurs, c'est-à-dire qui posent la question de l'identité et de la reconnaissance. Et comment on travaille sur ces choses-là, et comment aussi on travaille sur ce qui peut ne pas être regardé, tout en étant digne de respect. Et c'est là que la question de la petite chose, on en parle un peu moins maintenant, mais il y a eu des journées du petit patrimoine, des choses comme ça. C'est quoi un petit patrimoine? Un lavoir, un mur, etc. Et en fait, on voit bien que, y compris sur Nantes, il y a à la fois des objets qui sont véritablement monumentaux, puis des objets qui peuvent paraître insignifiants. On a de la chance aujourd'hui, là, on est dans une salle qui est manifestement ancienne de par son dessin architectural de toute évidence, et puis un petit peu ancienne de par son état. On fait une expérience là aujourd'hui dans ce premier échange pour la transformation urbaine. On a un peu l'impression qu'on va essuyer les plâtres, mais au sens propre du mot, quoi. Et donc en effet, il y a un enjeu, je crois, de qualification ou pas dans ce que c'est que la notion de ce qu'on hérite du passé. Le patrimoine, c'est ce dont on hérite. En anglais, on dit cultural heritage, et le mot heritage, il est vraiment très fort en anglais, puisqu'en français... Là, si on s'arrête sur héritage, pourquoi tu fais cette bascule? Au-delà de l'anglais, qu'est-ce qu'on peut entendre derrière héritage? Parce que typiquement, c'est ce dont on hérite, dont on va parler. Et alors, ce qui est intéressant dans la notion d'héritage, c'est qu'un héritage qui reste stable quand des enfants héritent de leurs parents, c'est un héritage qui va très probablement s'amenuiser et mourir si on ne le fait pas fructifier, pour prendre le sens économique du mot. En tout cas, si on n'en profite pas, si on ne transforme pas. Et c'est là la qualité, je pense, fondamentale de la notion d'héritage, c'est qu'il n'y a d'héritage digne de ce nom que si on en fait quelque chose. Et donc forcément, ça touche à la question du présent, voire du futur, dans la mesure où on se situe forcément quand on dit « j'hérite de quelque chose », j'emploie le présent. Je suis au présent. L'héritage, c'est une notion, et le patrimoine aujourd'hui, j'ai souvent tendance à dire à mes étudiants et toujours que le patrimoine, ce n'est pas forcément un truc de vieux con ou de réac, ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que l'idée, et en particulier autour du patrimoine industriel, relève de l'actualité des choses et de ce qu'on en fait, la façon dont on le considère. Et si on dit qu'on considère ce dont on hérite, il n'y a aucune raison, absolument aucune, qu'on fasse a priori un tri sur ce qu'on doit considérer. En tout cas, il y a un choix. Il n'y a peut-être pas un tri entre le petit et le grand, mais il y a bel et bien un choix, c'est-à-dire il y a les choses qu'on arrive à projeter, qu'on a envie de projeter, qu'on considère, et d'autres sur lesquelles on ne sait pas aller de l'avant, on ne sait pas en faire quelque chose. C'est intéressant de se dire que finalement, ce qui fait patrimoine, c'est ce qui a un avenir, ce à quoi on sait donner un avenir, et pas simplement ce que ça a été. Mais comment on fait ces choix-là? Enfin, c'est quoi ce nœud? C'est tout le débat, à la fois l'expertise patrimoniale dans tous les sens du mot. Il y a une expertise professionnelle. Il y a quelques-uns ici qui savent ce dont je parle en termes d'expertise métier et d'expertise professionnelle. Mais il y a aussi quelques-uns ici présents qui savent ce que c'est que l'expertise citoyenne. Et donc, comment on débat et comment on échange suffisamment sur ces questions de qualification. Je n'ai pas dit qualité tout de suite. Le mot qualification, c'est-à-dire comment on nomme les choses, comment on les identifie. Je peux considérer que cette salle est patrimoniale. Si je suis tout seul, ça ne sert strictement à rien, les amis. Donc, il faut que je considère cette chose-là comme patrimoniale, d'accord? En même temps, je peux essayer d'en parler avec vous. Et ici, c'est un lieu éducatif, c'est quasiment un lieu industriel, puisqu'on est clairement dans un atelier, très probablement de forge d'ailleurs, vu
vu la hotte qu'il y a derrière. Donc on a très probablement fait de la métallurgie, et très probablement fait de la métallurgie assez pondérale, puisqu'on a quand même des rails qui servaient à soulever quelques dizaines, voire quelques centaines de kilos. Au moins 100 kilos sûrement. Donc on est bien là dans un lieu d'activité qu'il faut qualifier de ce point de vue-là. Et comment on le qualifie? D'une part par l'expertise qui relève... Ce que je viens de faire, c'est un minima de la description et presque un minima de l'étude archéologique. Rapide, on est d'accord, mais quand même, il se passe quelque chose de la description et de l'analyse du lieu. Et donc, on est bien là sur un enjeu de connaissance, de mise en connaissance, mais aussi fondamentalement, et c'est pour ça que je parle au présent, de partage de cette connaissance pour qu'il y ait une discussion autour de cette problématique patrimoniale. Si j'hérite de quelque chose, si nous héritons de quelque chose, nous avons un accord collectif commun qui fait que c'est aujourd'hui dont on parle. C'est pas du passé. L'héritage, on est en capacité aussi, tu parlais du financier, du banquier, mais il y a aussi le notaire. Devant le notaire, on peut aussi refuser un héritage. Et c'est là où c'est un choix démocratique finalement, en tout cas un choix collectif. Alors, le refus d'héritage est rare. Mais il existe. Effectivement, on peut refuser un héritage. C'est un sacré sujet, effectivement. Et on voit bien que si je refuse personnellement d'abord de qualifier trop les choses en termes de choix, je ne vais évidemment pas m'interdire, et Dieu sait que matériellement, ce n'est pas possible, on ne va pas tout garder, quoi. Donc la façon dont on doit ensuite tenir compte de cette affaire, de ces successions, ce n'est pas un arrêt, une succession, c'est quelque chose qui va de l'avant, forcément. Et donc on est bien là dans un enjeu à la fois de discussion au présent, parce que c'est aujourd'hui dont on parle du patrimoine. Moi, je me situe là, le 26 janvier 2026, avec toi, avec vous tous, pour parler de cette affaire. Et donc, le projet qu'on va avoir sur le patrimoine, forcément, il parle de ce 26 janvier. Est-ce qu'on peut ensuite rentrer dans... Parce que la question de ce qui fait patrimoine et de ce qu'on garde ou pas, on va évidemment y revenir, parce que la question de fond, c'est est-ce qu'on est à une période où finalement les fondamentaux de ce débat-là sont perturbés par les transformations, notamment climatiques, mais pas que. Est-ce qu'on peut revenir, quoi qu'il en soit, sur la pratique de l'intervention sur le patrimoine? Parce qu'une fois qu'on a dit que ça faisait patrimoine, reste encore, quoi qu'il en soit, à transformer, améliorer, conserver, faire. En tout cas, agir sur un patrimoine bâti. Aujourd'hui, comment s'organise cette pratique finalement? Quand on passe derrière cette espèce d'image d'Épinal, de l'ABF et de la conservation, il y a beaucoup d'autres choses derrière la notion de patrimoine, et notamment, et c'est là où je reviens au patrimoine industriel, et tu me l'expliquais très bien dans une conversation qu'on a eue il y a quelques mois, voire quelques années maintenant, c'est comme ici, le patrimoine industriel, le bâti industriel, il est éminemment fonctionnel. Donc il a toujours été transformé, il est fait pour ça. C'est même la souplesse, il est construit, il est bâti pour être souple et accueillir des évolutions des procédés. Sauf qu'à un moment, on dit « Ah tiens, c'est du patrimoine ». Et donc ça veut dire quoi? On arrête, on fige la transformation. Comment est-ce que, évidemment, on va penser les étapes d'après? Je pense que si on revient sur cette notion de présent et de succession, il ne faut pas trop penser à la question de l'arrêt sur image d'un patrimoine. Que je sache, la cathédrale de Nantes a connu plusieurs campagnes, y compris d'ailleurs malheureusement très récemment. Que je sache, le château des Ducs a connu lui aussi quelques campagnes. Et donc on peut multiplier comme ça les états, et en tout cas en architecture, mais c'est un peu vrai aussi en peinture, moins en sculpture. Mais l'état idéal de l'œuvre, c'est compliqué à définir. Ce que c'est qu'un état idéal d'une œuvre. Une œuvre bâtie, en tout cas, est forcément en mutation constante. Enfin voilà, je veux dire, toutes les églises aujourd'hui, en particulier du culte catholique en France, sont plutôt pas forcément toutes à plein régime en termes de pratique, en termes de fréquentation. Y compris d'ailleurs des églises récentes. Vous connaissez Notre-Dame du Rosaire à Rezé. Je veux dire, quel est le devenir de cette église? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment, en fait, il y a aussi des gens qui préfèrent se marier à Saint-Paul plutôt qu'au Rosaire, parce que ça ressemble plus à une église que le Rosaire. Allez voir l'église de Rosaire, c'est une merveille absolue. Et donc, on est bien là sur des enjeux de compréhension d'usage qui sont aussi
potentiellement évolutive. Et là, je viens de parler de quelque chose qui est de l'ordre d'une régression. Donc on est là sur un sujet qui est compliqué. Enfin, une régression. Est-ce que c'est une régression de vouloir se marier à Saint-Paul? J'en sais rien. Mais en tout cas, la relation qu'on a à l'édifice plus récent que Saint-Paul est une régression en elle-même. Et donc on est là sur un enjeu, je pense, très très compliqué à saisir. Tu me dis, comment ça se passe? Ça se passe pas forcément au cas par cas, mais ça se passe quand même un peu quand on considère l'identité de chaque édifice. Et avec, il ne faut pas qu'on l'oublie, quelque part, on va revenir à la question des églises ou d'autres finalement, d'autres objets bâtis. Les bâtiments par nature, si on ne fait rien, se dégradent. Donc on est quelque part, on est condamné à faire, ou alors accepter une dégradation finale et une forme d'effondrement à un moment ou à un autre. Donc cette question s'impose à nous, la question d'intervenir sur le bâtiment s'impose à nous de façon régulière, au moins dès qu'on a un trou dans la toiture, et c'est difficile de penser uniquement une forme d'entretien. Tout entretien est une forme de transformation quelque part. Bien entendu, et en même temps, comme tu le dis, on n'a pas le choix. En plus, on est dans une culture en Occident qui considère que la disparition des biens est plus grave qu'ailleurs. On a tendance à sacraliser certaines choses, justement cette fameuse église dont je parle, ou ce fameux château dont je parle, et pourquoi pas cette fameuse usine dont je parle, ou cette école. On n'a pas envie que ça casse tout de suite. Et donc, il y a une relation non seulement à la réparation, mais à l'entretien fort, qui s'appelle aujourd'hui la question de la maintenance, qui est un enjeu absolument fondamental et qui ouvre très largement la question au-delà du champ patrimonial. Alors, on a cette attention pour le coup sur le patrimoine connu, identifié, celui dont on se préoccupe. On l'a quand même eu moins sur un certain nombre de patrimoines beaucoup plus banals. Tu es vice-président d'une université, le patrimoine universitaire, patrimoine immobilier, très longtemps, bien sûr, je parle il y a quelques décennies, mais très longtemps a été peu entretenu. Je ne suis pas certain qu'on ait eu toujours finalement cette attention à l'existant et finalement une attention à un existant classique avec un effort fait de façon à le maintenir simplement en l'état, le faire flotter. Ouais, alors c'est pas si simple que ça. Ceux qui me connaissent savent que je vais peut-être dire ça plusieurs fois dans la soirée. Mais il y a effectivement la culture. Il y a la culture du projet lui-même. Il y a aussi la culture de ceux qui sont censés le faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis il y a les moyens. Et puis il y a les questions du remplacement ou de la nouveauté. On dit les universités n'ont pas forcément entretenu tout le temps leur patrimoine. Je pense que même au plan national, ce n'est pas si vrai que ça. Ce n'est pas pour ça que tout est en bon état, on est d'accord. Mais ce n'est pas la même chose. Et ce qu'il faut évidemment comprendre, en particulier dans le champ universitaire français, et international, mais français puisqu'on est là, c'est l'absolue explosion de la question bâtimentaire avec les plans U3000, Université 2000, etc., les plans de massification de la démographie universitaire, qui ont été, je veux dire, des révolutions absolues. On a, en 50 ans, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a au moins quintuplé, voire peut-être décuplé certaines formations, c'est sûr, et en général, la démographie universitaire. Donc on est là à la fois confronté à ce qui était là, ce que tu construis qui est là à côté de ce qui était là, et comment tout ça s'organise pour faire une ville, pour participer à la ville. Et donc on est bien là sur un sujet qui est ces progressions multiples. Comment tu fais pour entretenir un truc qui est déjà un peu obsolète par rapport à une autre que tu viens de construire? Comment tu équilibres, et ça c'est une vraie question bâtimentaire en général, comment tu équilibres, tu équilibres tes énergies à moyens égaux pour travailler correctement sur l'ensemble de ton parc. Peut-être que, au hasard, un truc, on fait de la chimie et on ne sait pas trop quoi en faire, je ne dirais pas où, du coup, on y pense moins, on l'entretient moins qu'un autre bâtiment, etc. Donc ça, tu vois, c'est cet équilibre-là qui prend les enjeux les uns après les autres. Moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est que, quelque part, cette attention qu'on porte au bâti qui est là,
qui est peut-être banal, qu'on ne voit peut-être pas, ressemble pas mal à l'attention qu'on prête à un bâti patrimonial, de plus en plus. Et tu le disais, on a un changement de culture aussi, hein, culture professionnelle. Je reste sur cet exemple de l'université, je pense qu'il est intéressant. Il est intéressant par la masse, il est intéressant aussi par la sobriété contrainte, une absence totale de moyens. Hein, donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire des choix. Et quelque part, cette attention nouvelle au bâti, aux questions énergétiques, etc., fait que tout bâtiment qui est là commence à être un élément de patrimoine. D'ailleurs, on dit patrimoine immobilier dans ce monde de la gestion immobilière, sans penser au patrimoine historique, hein, comme s'il y avait deux mondes, alors que c'est la même chose. Hein, et quelque part, on retrouve cette idée que est-ce que tout ne serait pas patrimoine? Hein? Ouais, en fait, je pense qu'on a un rattrapage de certaines choses, un rattrapage mental en tout cas. Aujourd'hui, on ne peut plus faire seulement du neuf. On n'a plus les moyens de ça. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Je vais vous donner un exemple universitaire. Il y a quelques années, dans le cadre des financements, contrats de plan État-région, etc., la région ne participait jamais au financement de réparation et de restauration. Il participait toujours à la question de la construction neuve. Il fallait continuer, tout ça. Même les villes pensaient. Et là, tu vois, le truc c'est, ah oui, maintenant, on change de regard. Et comme par hasard, ce qui se passe aujourd'hui, et on est là sûrement pour en débattre aussi, c'est au-delà de la maintenance, c'est la question du réemploi, c'est la question du recyclage. C'est bien entendu en architecture la question de la réhabilitation. Comment on réhabilite? Est-ce qu'on réhabilite en changeant l'affectation? Ou est-ce qu'on réhabilite quand même en ne changeant pas l'affectation, en modifiant des choses? Et ça, c'est un enjeu, alors là, pour le coup, qui globalement concerne vraiment la gestion universitaire. Alors allons-y, et je veux bien qu'on l'articule vraiment avec cette question de patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met ce thème de transition que je vais prendre parce que je mets un S, donc il est flou, donc je vais l'assumer et puis on va voir ce qu'on peut y mettre dedans. C'est intéressant, les concepts flous, ce n'est pas des concepts, mais ça crée des vrais sujets de conversation. Si on fait la somme un peu de ce qui se pose à nous, tu viens de l'aborder, la question de la consommation de matière. La question de la consommation de matière nécessite d'éviter de déconstruire tant que c'est possible, hein, de réutiliser les bâtiments qui sont là. La question de l'adaptation climatique, c'est à la fois la question de l'isolation, des économies d'énergie pour baisser les émissions de GES, mais c'est aussi les questions d'habitabilité l'été. La question de la transition, c'est aussi un certain nombre de sites de bâtiments qui sont globalement plus utilisables une période de l'année, parce qu'il y fait trop chaud, parce qu'on a des îlots de chaleur, ce qui vient questionner le bâti, mais pas que, aussi les espaces ouverts, etc. etc. Tout ça, ça fait beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions, et quelque part, ça re-questionne ce qui fait patrimoine, et comment on intervient sur ce qui fait patrimoine. Ma grande question, c'est déjà, est-ce que ça ne met pas tout à plat? Hein, est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste des changements de pratique, ou c'est un bouleversement tellement total qu'on ne sait plus ce qui fait patrimoine? Alors l'intérêt dans le tout à plat, c'est que ce n'est pas tout par terre. Et que donc aujourd'hui, très clairement, désormais, je ne connais pas un seul archi ou un seul urbain qui va dire qu'il faut tout foutre par terre et on va faire. Ce que j'aime bien dans ton tout à plat, c'est qu'effectivement, on remet en cause la totalité des choses. Par contre, on n'est pas à un stade où on n'est pas dans la pensée magique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même continuer à persuader les choses. Il faut quand même expliquer que sur tel bâtiment, on ne va pas faire de l'ITE, de l'innovation thermique par l'extérieur, parce que la façade, elle est bien. C'est vrai dans des questions patrimoniales, patrimoine ancien, mais c'est vrai aussi sur nos contemporains. Vous connaissez peut-être la BU Lettres, là, dont on refait la question énergétique aujourd'hui. C'est une carrément belle façade, quoi. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi tout le temps là-dessus. Je ne dis pas que l'ITE, c'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais il faut savoir faire des choix à un moment donné. Et c'est là qu'on questionne pas seulement que la question patrimoniale, mais là aussi la question de la qualité architecturale. Mais je veux bien qu'on reste un peu là-dessus, sur en quoi est-ce que travailler sur du patrimoine, y compris récent, hein, comme la BU,
aujourd'hui est un peu questionné par cette question de transition. Quand aujourd'hui on a des débats qui ne sont pas absolument passionnants sur les réseaux sociaux, sur écoutez, à Paris, l'identité patrimoniale, c'est quand même les toitures en zinc. Et aujourd'hui, ça commence à être compliqué d'habiter sous les toits, mais dans quelques années, ce sera juste invivable, 3, 4, 5 semaines par an. Est-ce que ça remet en cause l'identité de Paris, de se dire, ces toitures en zinc, peut-être qu'on va lourdement intervenir dessus, peut-être qu'elles vont aussi être cachées par du végétal, etc., etc. Là, on touche à l'identitaire, on touche à des habitudes, on touche à des pratiques, on touche à une culture. On a la même chose, par exemple, sur les alignements de platanes le long des fleuves à Lyon. On est dans le cadre d'un patrimoine UNESCO, non ? Or, les platanes sont menacés, des alignements homogènes, ce n'est pas tout à fait le sens de l'histoire, on a besoin de diversité, etc. etc. Bref, ça vient quand même questionner un peu lourdement quelques fondamentaux entre mes platanes et ma toiture en zinc. Alors, c'est là aussi que la question patrimoniale et l'intelligence de la création dans son épaisseur de temps est intéressante. Il y a des alignements de platanes qui sont quand même pas mal du tout, quoi. Et cette question-là, y compris le long des routes, au passage. Vous savez qu'il y a longtemps, quand il y avait 16 000 morts par an en 1976, rappelez-vous, en automobile, en kilomètres parcourus, c'était moins que dans les années 60. Mais il y avait une telle augmentation de la voiture que c'était ça. Il y a des gens qui commençaient à dire qu'il ne fallait plus qu'il y ait de platanes au bord des routes, en ne pensant pas que le platane ne se jetait pas sur la route, quoi. C'est pas, le platane, il y est pour rien, quoi. Donc, c'est pas lui qui se jette sur la route. Lui, ce qu'il fait, c'est de l'ombre, quand on roulait pas vite en charrette. Et donc, comment on gère, par exemple, les toitures en zinc ? Ce qui est drôle dans ce que tu dis sur Paris, c'est que les conditions thermiques des appartements sous comble, chambre de bonne, puis transformés en appartements dignes de ce nom, parce que vous savez que quand même, une chambre de bonne, c'est pas... On s'en fout, quoi. C'était horrible déjà avant, quoi. Parce que quand il faisait chaud, c'était déjà chaud, et quand il faisait très froid, c'était pas chauffé. Donc, c'était pas mieux quand même. Donc, la question est qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Est-ce qu'il faut systématiquement refaire des toitures en rajoutant 50 cm de trucs thermiques dessus, en rajoutant 40 kg, voire 50 parfois au mètre carré ? Est-ce qu'il faut faire ça ? Ou est-ce qu'il ne faut pas blanchir un toit ? De temps en temps. Avec un peu de lait de chaux, du blanc de meudon, enfin des trucs qui soient légers, qui soient suffisamment qualifiants en indices réfléchissants pour arrêter les choses. Est-ce qu'il n'y a pas, parfois, pas toujours, je suis d'accord, mais assez souvent des solutions peut-être plus simples qu'on ne pense, qu'il faut avoir en tête ? Ah, moi je croyais qu'il fallait juste pointer du doigt l'ABF. Non, c'est pas ça ? Là, je connais trop bien les ABF pour les critiquer en quoi que ce soit. Je peux leur faire des critiques personnellement, ça m'est arrivé, Dieu sait. Mais je ne vais surtout pas critiquer le corps des ABF. Non, mais justement, c'est quoi ? Comment on sort de cette espèce de caricature entre il faut tout garder et il faut d'un côté, et plus rien finalement n'a de valeur patrimoniale, parce que vous comprenez les transitions, parce qu'il faut habiter sous les toits, etc., etc. On voit bien qu'il faut arriver à avoir une forme d'intelligence de la discussion, d'intelligence de l'échange, pour y compris trouver la voie médiane, où tu nous dis, finalement, ce problème de surchauffe, c'est 2 mois par an, on n'est pas obligé de changer la toiture toute l'année, peut-être qu'on peut l'adapter ponctuellement, travailler sur les Velux, etc., etc. En tout cas, dans ce cas-là, on a peut-être une voie de contournement du problème qui permet à la fois de conserver une image, conserver... une référence culturelle, tout en adaptant, mais avec des façons légères. Comment est-ce qu'on a ces discussions intelligentes sur ces questions-là ? J'ai l'impression que dès qu'on parle du patrimoine, tout le monde sort la Kalachnikov et qu'on n'arrive pas à avoir des discussions intelligentes. Et je veux bien que tu nous parles de l'expertise et du savoir-faire, du regard et de la lecture que moi je ne peux pas avoir, mais que justement des sachants peuvent avoir. Justement, la question c'est dans quel type de culture on est. Et donc comment on convainc, et on se convainc soi-même, je dis soi-même en tant que collectif, comment on se convainc collectivement que telle chose est plus intéressante que telle autre. Et c'est là que la question, entre guillemets, de l'expertise patrimoniale repose très clairement sur la question d'une expertise esthétique et formelle. C'est-à-dire qu'il faut défendre son objet esthétique et formel en disant « mais quand même, c'est bien ça, quoi ». Comment et jusqu'où on va dans une explicitation correcte de ces qualités-là ? Comment
on va jusqu'au partage de connaissances, j'insiste beaucoup là-dessus, et d'appréciation de la connaissance. Et comment, en tant qu'archi, on se met dans les pas d'un archi qui était là avant? Comment moi j'interviens comme architecte? Je ne le suis pas, mais un architecte est déjà passé avant. Comment est-ce que j'interviens derrière les pas d'un architecte? Et quelque part, comment est-ce que j'ouvre aussi la voie sur un troisième architecte qui passera derrière moi 40 ans plus tard? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il faut quand même vachement se détendre sur cette question-là. Justement parce que l'évolutivité est nécessaire. Alors, il y en a qui pensent un peu qu'ils sont les meilleurs du monde et que leur objet est sacré. C'est pas faux. Il y en a, à contrario, c'est plus rare, qui disent ah, ce truc-là, il va bouger. Bouchain a lu, par exemple, c'est ça. Quand Bouchain a fait le lieu unique, quand il a dessiné à la fin des années 90, il ne l'a pas fini, entre guillemets, parce que de toute façon, c'est sa pratique architecturale de ne pas finir les choses sur les... Voilà, il pourrait refaire les fluides ici et puis laisser les murs, quoi, Bouchain. Donc, mais c'est un peu ce qu'il a fait au lieu unique, d'ailleurs. Mais il a dit aussi clairement, ça va bouger, je sais que ça va bouger. Mais le paradoxe entre ces deux extrêmes, c'est que nous-mêmes, collectivement, nous pensons que ce qu'a fait Bouchain en lieu unique, c'est quand même vachement bien, il ne faut pas trop y toucher. Et donc, détendons-nous un peu là-dessus. C'est paradoxal par rapport à ce que je dis du patrimoine, mais comment on hérite des choses? Comment on fait bouger la situation pour qu'elle soit à la fois... mot fidélité peut-être un peu fort, mais qu'elle soit respectueuse de cette succession, tout en continuant à pouvoir faire des usages qui forcément ont changé. Moi, j'ai beaucoup appris du patrimoine industriel. Je veux dire, une usine, ça bouge tout le temps, quoi. Enfin, les process changent, les procédés techniques changent, il faut adapter les choses. Bien sûr qu'il faut faire bouger une usine. Je veux dire, c'est quoi l'état idéal d'une usine? C'est encore pire. Mais je veux dire, revenons au culte catholique. Je veux dire, entre le Concile de Trente, le Vatican II, etc., il s'est passé 3-4 machins qui ont fait bouger les églises radicalement. Hein. La messe, hein. Enfin, quand il y en a encore. C'est un procédé technique. Et à un moment donné, pendant très 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 longtemps d'ailleurs, le curé était dos au peuple, puisque le peuple regardait l'officiant qui lui regardait Dieu. C'est pas con, hein, comme truc, hein. Ça marche pas mal. Hein. C'est assez linéaire, mais ça marche bien. Donc la notion de process est intéressante, mais le process change partout. Pour ça, je rapporte aussi à la question des églises, parce que le process aussi dans une église change. Et donc, c'est quoi l'état, encore une fois, je reviens à l'état idéal d'une œuvre. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y en a pas, c'est plus compliqué que ça, un état idéal d'une œuvre. Et comment on permet à un moment donné, comment on se permet, de quel droit je m'autorise à dire stop, alors que la position patrimoniale est comme ça. On va classer monument historique, on va inscrire telle ou telle chose. On va inscrire le Corbusier. On ne va pas inscrire Cap 44. Mais on le sauve. À peu près. Ouais, on le sauve. Oui, ça va tenir. C'est intéressant, on revient là-dessus, hein, sur cette question du début. Qu'est-ce qui fait patrimoine ou pas? Qu'est-ce qui fait héritage, hein, le futur et ce qu'on en fait? Aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire d'un bâtiment qui est là, ce n'est pas tout à fait la même question que celle qu'on se posait il y a 20 ans. À la fois, il y a un glissement culturel, tu le disais, cette appétence pour le neuf qui n'est plus tout à fait la même, puis il y a des nécessités. À la fois des nécessités de sobriété économique, préservation du bâti existant, et puis finalement notre héritage, c'est déjà là, c'est notre héritage carbone quelque part, tout le carbone qu'on a émis pour construire ce qui est déjà là. Alors se pose la question aussi, hein, au travers de ça, est-ce que ces transitions, elles viennent pas aussi changer la donne? Est-ce qu'elles ne posent pas évidemment la question de l'Église, hein, s'il n'y a plus d'usage et qu'on ne sait pas trop quoi en faire? Est-ce qu'il faut vraiment mettre des deniers, non, de l'argent, pardon, là-dedans, des impôts plus exactement? Mais ça pose des questions aussi sur finalement une architecture banale, hein, qui est autour de nous. On le disait, une architecture fonctionnelle, nos écoles, mais par exemple pavillonnaire. Est-ce qu'on n'a pas l'émergence d'une nouvelle forme de patrimoine? Certains disent d'ailleurs, hein, aujourd'hui tout est patrimoine. Je ne suis pas certain que ce soit exactement le cas, mais en tout cas ça repose la question de ce qui fait patrimoine.
c'est pire que ça. Tu dis que certains disent que tout est patrimoine, mais c'est la loi. L'article 1 du Code du patrimoine, tout est patrimoine. Alors ça explique culturel, scientifique, historique, machin, etc., artistique, tout ce que vous voulez, depuis que c'est arrêté. Je veux dire, donc tout est patrimoine, quoi. Quand on voit l'évolution des monuments historiques et de la législation sur les monuments historiques, c'est vachement intéressant parce que dans la loi de 13 en particulier, donc la grande loi sur les monuments historiques, c'est l'intérêt pour l'histoire du point de vue de la nation. Mais ce qui change, c'est l'intérêt de la nation. Et ce qui change aussi, c'est tout ce qui s'est passé pendant le XXe siècle, qui fait que le regard sur les choses, pour plein de raisons, qui sont raisons sociologiques, historiques, artistiques, on regarde tout aujourd'hui. Et donc, du coup, le législateur, au début des années 2000, a acté cette affaire. On peut regarder tout. Oui, mais sur le principe. Après, on peut pas. Voilà. On peut pas tout accompagner, on peut pas se préoccuper de tout. Alors, on ne peut pas, mais on doit commencer par le faire. Pour choisir. On ne sait pas encore ce qui va se passer sur l'Hôtel-Dieu, mais on va garder beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait garder il y a 6 ou 7 ans. C'est sûr. On parlait de Cap 44. Cap 44, il y avait des gens qui voulaient vraiment le détruire, quoi. Cap 44, il y a plein de gens qui voulaient le détruire. Cap 44, tu peux rappeler en quoi... C'est les grands moulins, vous savez, les grands moulins. Oui, mais en quoi est-ce que, justement, ça fait patrimoine? C'est un bâtiment avec un bardage bleu, je crois. Non, il y a mais plusieurs... qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a une structure béton armé, due à Brevet Hennebique, qui a beaucoup accompagné la construction de ce bâtiment-là autour. On est en 1895, achèvement 96, enfin, c'est une construction très très rapide. Et c'est 3 ans seulement après le dépôt du brevet Hennebique. Donc, il y a toute une histoire du béton armé qui court des années 60-70. Enfin, les premiers bétons un peu opérationnels, c'est les années 60-70. Et puis, il y a une histoire du béton armé qui commence dans les années 80-90. Et il se trouve que c'est Hennebique qui gagne la partie, en gros, par rapport à d'autres. Et c'est ce fameux système poteau-poutre avec des armatures. Et donc, le bâtiment, actuellement, il est complètement vidé, il est propre, entre guillemets. Et la structure, elle est dingue, quoi. Donc, il y a un effet de beauté structurelle qu'on revisite aujourd'hui, qui n'était pas le cas à l'époque, et même récemment, et qui sont très là. Donc, à la fois, c'est un témoignage fondamental, pas le seul, hein, mais fondamental, des origines de l'histoire du béton armé, c'est-à-dire la moitié de la construction mondiale. Et c'est un bâtiment industriel, un bâtiment fonctionnel, et qui, quelque part, quand on le regarde avec sympathie, c'est-à-dire qu'on le déshabille, hein, on voit une architecture qui est aussi ouverte, qui rend possible pas mal d'usages, plein de choses. Hein, donc c'est quelque part un objet architectural qui donne envie de faire de l'architecture. Ben, c'est ce qui s'est passé, ce qui est choisi, mais voilà, il y a une partie qui est gardée, pas d'autre. Il faut aussi reconnaître qu'un béton de 1895, c'est quand même un peu moins bon qu'un béton de 2025, et que donc la qualité structurelle n'était pas forcément au rendez-vous, que les qualités de rendu, en particulier d'oxydation à l'intérieur des fers, etc., enfin, on ne savait pas les contrôler aussi bien que maintenant, et donc on est quand même sur des structures un peu plus fragiles en fait, qu'on ne pensait. Et donc on est bien là sur ces enjeux à la fois de compréhension d'un bâtiment, de compréhension de ses qualités, de compréhension de ses qualités formelles, puisqu'on explique certaines choses, et on valide ça par rapport à l'histoire. Ça aurait été le 5 millième bâtiment en béton armé de 1925, celui-là, on serait peut-être moins battus les uns que les autres. Parce que 30 ans plus tard, il se passe autre chose. Il y a des bâtiments art déco qui sont fabuleux, etc., qu'on peut regarder à nouveau. Donc on est bien sur cette question de cette relation complexe de l'expert professionnel, de l'expert citoyen. Le truc qui a gagné la partie, ce n'est pas les experts pros, hein, c'est la consultation citoyenne. C'est le débat qu'il y a eu autour, dont on a toujours les traces en ligne d'ailleurs, merci la ville de ce point de vue-là, et c'est le débat citoyen qui a créé, à la grande surprise des élus. Ils se sont dit, ah merde,
ne sont pas d'accord avec nous, là. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont fait. Au passage, la chaîne, là, elle est franchement exemplaire hein, sur ce qui s'est passé de ce point de vue-là. Et on retrouve cette question de quoi on part, certes, mais où est-ce qu'on va hein et c'est bel et bien parce qu'il y a projet qu'il y a conservation, et pas que parce que c'était là avant. En guise d'ouverture, et pour conclure, et pour sortir quelque part de cette seule question du patrimoine bâti, qui est à la fois ton expertise, ta pratique et le cœur de notre sujet de conversation, est-ce que finalement le vivant et même la mémoire des événements climatiques, par exemple, une forme de patrimoine immatériel, devrait être considéré comme des éléments patrimoine, ou en tout cas d'autant plus que, justement, les transitions sont face à nous? Je ne sais pas si je peux répondre à ça du point de vue de mes compétences prétendues immobilières. Là où peut-être j'aurais éventuellement quelque chose à dire, c'est cette question. Tu parlais des toitures en zinc des immeubles parisiens, là, ou tout ce qui est habitat sous comble aujourd'hui. Comment on se dit, tiens, les choses changent. Comment on adopte à la fois cette ville telle qu'elle est, puisqu'on hérite de ça, et dont on hérite sur des questions pas d'accélération, mais de faible durée de notre patrimoine qui nous entoure. On est en 2026, il y a plus de 80% du bâti qui a moins de 100 ans. Cette question de la temporalité, comment on fait et comment ça bouge. Et comment, en effet, que ce soit cette toiture en ardoise, non pas est le témoin d'un changement climatique, mais comment on adapte intelligemment cette chose-là par rapport au changement climatique. Je parlais des choses simples, genre blanchir un toit. Ça ne mange pas de pain, quoi. Le toit, il est noir en hiver, et puis il est blanc en été, il est où le sujet, quoi. Enfin, il n'y a pas. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ce n'est pas partout possible, mais il y a des enjeux comme ça. Donc, ta question, elle ouvre tellement d'autres champs qui sont la biodiversité, qui sont des enjeux d'intelligence constructive. Mais là, pour le coup, ce n'est pas du patrimoine. C'est l'idée que ce qu'on a réussi ou raté hier peut fonctionner aujourd'hui et peut nous donner des leçons pour demain. Il y a des épaisseurs de murs qui sont intéressantes. Il y a des inerties thermiques qui sont intéressantes. Et puis, il y a d'autres moments où on ne sait pas faire ici des choses parce qu'on n'en a pas eu besoin. Ventilation naturelle, ventilation pour le confort d'été, construction de situations de ventilation naturelle en partie haute qui font que ce bâtiment-là fonctionne mieux en Côte d'Ivoire qu'ici, quoi. Et donc, on est là sur des enjeux de compréhension de ce qui se passe, à la fois dans ses qualités et dans ses défauts. Et c'est peut-être ça dont on hérite. Et comment on comprend intelligemment ce qui se passe. On hérite de ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi, mais les deux sont des apprentissages. Je vais finir par une question plus personnelle, dans un contexte où on a quand même pas mal de mauvaises nouvelles sur les fronts écologiques, démocratiques, géopolitiques. Toi, qu'est-ce qui te donne l'énergie pour espérer, pour agir à titre personnel? Tu vas poser cette question-là à tous ceux qui vont suivre pendant les... Ouais. Je pense que cette relation à la connaissance est vachement intéressante. Et comment, en fait, il y en a qui définissent ça par un mot scientifique qui s'appelle la recherche-action, par exemple. Ça, c'est pas déconnant dans ma pratique, puisque tu parles de trucs personnels, dans la pratique, c'est un peu ça quand même. Cet épisode touche à sa fin. Jean-Luc Herwanton, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast de transition urbaine. Merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et retrouver toutes nos publications sur transition.city avec évidemment un S à transition. Évidemment. Et puis à bientôt. Merci à vous.